Notre monde prend sa source au cœur des massifs forestiers, là où des générations d'hommes et de femmes ont conquis la nature, profitant de ces offrandes pour grandir et s'aventurer dans la modernité. Nos sociétés actuelles dérivent toutes de sociétés antérieures, anciennes et rurales, forgées au cours de millénaires de dur labeur. Et s'il ne reste parfois que de ténus vestiges de ces temps originels, leur souvenir est bien présent dans la mémoire collective des peuples. Aujourd'hui, Paul et Karine ont décidé d'emprunter ces chemins de mémoire, au cœur des massifs insulaires, à la recherche des origines mêmes de cette Corse montagnarde et pastorale qui fonde l'identité de l'île. Et ils n'ont pas choisi ces montagnes de la vallée de la Gravonne au hasard. Il règne sur ces vieilles terres une atmosphère bien étrange que tout randonneur peut saisir et qui renvoie à la genèse des peuples insulaires au temps où il fallait chaque jour lutter pour survivre. Nos deux amis sont comme des détectives, arpentant les couloirs de l'histoire. Des chercheurs de l'étrange sur la piste d'une vieille civilisation dont il ne reste que des bribes. Quelques empreintes sur les rochers, quelques murmures dans le bruissement de la brise à travers les feuillages. Alors là, on vient d'entrer dans la zone B7, mon Polo. C'est une zone qu'on n'a pas encore explorée. Ouais. Ça donne pas grand-chose. Je me concentre. Tu vois, je suis en train de penser à des objets du néolithique, des statuettes de bronze, des lames de couteau, ou plutôt des pointes de flèches ou des glaives, tu vois. Et s'il y a objet, eh bien, Pendule va nous l'indiquer. Tu es certain qu'on est vraiment dans la bonne zone? Évidemment. En plus que l'on a fait un quadrillage digne des plus grands, avec une triangulation hors du commun. En même temps, cette zone est exploitée depuis le néolithique. Et lorsque tu montes sur les hauteurs, eh bien, tu domines toute cette vallée de la Gravonne. Et les archéologues ont découvert le castello du Moyen-Âge, avec une partie des murs de la muraille qui daterait du néolithique, de l'âge de bronze. Et je pense qu'on devrait aller voir la zone K12. Là-bas, c'est la zone où il y a la statue menhir de Taverne. Et si tu regardes bien, eh bien, elle est juste au pied du château. K12, je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que les archéologues ont fouillé à maintes et maintes reprises. Et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Alors, il ne doit pas rester grand-chose. Hein. Mais s'il reste quelque chose, Pendule va nous le trouver. Aujourd'hui, tu es tout seul, alors qu'autrefois, tu devais appartenir à un alignement de statues de pierre qui reliait ton village à ton castello, en passant par le col de Giuncaio. C'était courant, ça, de positionner les statues menhirs sur les cols? On en trouvait sur les cols, on en trouvait aussi sur les chemins qui reliaient les villages aux zones de culture et aussi au castello. Pourquoi sur les cols? Parce que les cols, ce sont des frontières, ainsi que les rivières. Donc on trouvait parfois en alignement et parfois tout seul, aux limites du territoire tribal. Parce qu'il y avait les cols qui délimitaient la frontière et les rivières. Alors des menhirs, il y en avait sur les cols, sur les rivières et un petit peu partout dans le territoire communal. Ces statues menhirs, ces stentes, elles ne sont autres que
les gardiennes de tribu. Hein? Fais essayer un peu. Non. Le pendule, c'est personnel. Bon, de toute façon, on risque pas de trouver grand-chose. Hein. J'imagine bien que les gens ont cherché au pied de la statue. Mais, ceci dit, peut-être pas au niveau de l'alignement. Tu vois, le pendule a des oreilles. Il indique par là. En tout cas, elle est vraiment bien proportionnée. Regarde ses grands yeux, le nez, enfin ce qu'il en reste, et les grandes oreilles. C'est pas des oreilles avec les petits pendules. Ça, c'est plutôt un casque du néolithique. Et la statue, la stanterait. Tu vois, par endroits, il y a des sculptures, et ça représenterait une statue guerrière. Et ces sculptures-là font partie d'un harnais, comme ça. Et là, tu le vois bien. Et le plastron, c'était pour installer un glaive, ou peut-être un carquois avec des flèches, avec l'arc aussi. Et ouais. Quand tu dis que ce sont des guerriers, tu penses à une sorte d'armée factice ou comme des divinités qui protégeraient la communauté? Et oui, ces statues de pierre sont protectrices. Et en même temps, tu sais que les envahisseurs venaient à l'intérieur des terres. Et quand ils devaient arriver devant ces alignements, ces centaines de statues guerrières, là, ils devaient en avoir peur. Ils disaient, là, qu'est-ce qu'on va affronter? Et donc, souvent, ils rebroussaient chemin. Pas étonnant. Tu sais qu'en fait, cette statue menhir serait à l'origine de la légende de l'ogre de Canapale. Cette statue serait un ogre transformé en pierre. Et oui. La légende raconte qu'en fait, ici, il y avait une source sacrée qu'on appelait à Fontanazante. Et les villageois avaient décidé un jour de détourner la source pour irriguer leur culture. Mais seulement la source, elle appartenait à l'ogre qui habitait là-haut sur la montagne. Quand il a vu ça, il est rentré dans une colère terrible. Il a décidé d'aller casser le barrage qui formait carrément un lac de montagne au-dessus de Tavere. Et quand l'eau a commencé à couler, elle a pris la pente, elle a inondé complètement le village de Tavere et détruit les cultures. Et Dieu, voyant ça, il a décidé de punir l'ogre en le transformant en pierre. Et pourtant, il a l'air gentil, hein? Il a l'air. Et tu sais que les gens qui vivent ici, autrefois, et surtout au Moyen-Âge, considéraient ces pierres sculptées comme des pierres maléfiques, parfois même magiques. Et ouais. Et ils en avaient un petit peu peur, hein. Ils ne maîtrisaient pas l'explication de ces pierres. Et en même temps, ça ne m'étonne pas, hein, vu le bruit que j'entends. Alors quand ils passaient devant, ils les évitaient. Alors que c'est tout le contraire. Ici, tout est bénéfique. La preuve en est, hein, regarde. Au lieu de les fuir, on devrait les enlacer, prendre l'énergie. Ou alors aussi leur faire un bisou. Hein. Ah oula, je vais faire un jaloux. Hein. Je l'avais oublié, lui. Excuse, hein. Ouais. Et on va continuer notre chemin. Hein. Ça indique l'ouest. Allez. Les pierres magiques. Tu sais, il n'empêche que dans chaque légende, il y a une part de vérité. Il y a même des textes anciens qui racontent qu'en fait, au Moyen-Âge, il y aurait eu un terrible glissement de terrain qui aurait en partie enseveli le village de Tavere. Et moi, j'avais oublié Mouzette. Tiens, donne le pendule. Non, c'est personnel. Et la pelle. Mais que fais-tu, Paul, avec une pelle? Sais-tu qu'il est interdit d'aller comme ça, faire des trous dans la montagne? Surtout pour chercher un trésor. Prends bien garde à toi, Paul, car l'ogre de Capanel te surveille. En revanche, il n'est pas interdit de se promener un pendule à la main. Et si la technique peut paraître un peu farfelue à certains, sachez, les amis, qu'elle compte de nombreux adeptes à travers le monde. Ceux-là en sont persuadés,
Le pendule est un amplificateur d'ondes, permettant à son utilisateur de percevoir un monde vibratoire dissimulé, caché à l'entendement des hommes. Ce sont alors les énergies négatives ou positives émanant de ce monde mystérieux qui guideraient les pas du chaman vers les réponses qu'il cherche. Un peu à la manière d'un parcours initiatique à la frontière du monde réel et des forces invisibles. Ah, là, il réagit. Hein. Regarde. Oh là, il tournoie. Ouais, on est proche de quelque chose. Ça s'intensifie. Ouais. Et là, il tournoie à fond. Eh ouais. Il nous indique ce lieu. Et c'est bizarre, hein, je ne comprends pas pourquoi mon pendule nous amène tout droit vers cette fontaine. Moi, j'ai compris. Ah bon? Oui. Figure-toi que ton pendule nous a amenés tout droit à la fontaine d'Outinasque. Et Eh ben, il est dit que cette fontaine a des vertus amincissantes. qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Rien. Tu veux que je boive cette eau pour pouvoir perdre du poids? J'en ai pas besoin, moi. Hein. Je suis bien comme ça. Puis de toute façon, ça marche pas. Tout le monde dit buvez, buvez, vous allez maigrir et perdre du poids. Ça, c'est des fouditiers. Mais enfin, on ne dit pas que c'est l'eau qui fait maigrir. Mais c'est le fait de boire de l'eau pendant que tu fais un régime qui t'aide à maigrir. Parce que quand tu fais un régime, tu as forcément des carences. Et l'eau contient tous les minéraux nécessaires à pallier ces carences. Tu as du calcium, le magnésium. Magnésium, parce que quand tu fais un régime, tu es souvent un peu fatigué. Donc le magnésium va te donner un peu de force. Ensuite, il y a les sulfates qui sont diurétiques, qui vont t'aider à éliminer les toxines présentes dans l'organisme. Après, il y a le potassium, qui va aider à la rétention d'eau. Et il y a les bicarbonates, qui vont favoriser la digestion aussi. De toute façon, j'ai pas besoin de tout ça. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut dans le corps. Et maintenant que j'y pense, quand je regarde ce pendule, il appartenait à Mémé. Et Mémé, elle me disait, Paul, bois! Il faut boire toute la journée. Parce que quand tu manges, ça te profite. Et comme tu es un peu comme tonton Pedro, parce que tonton Pedro, il était énorme, il avait le ventre comme une barrique, l'estomac tendu. Alors Mémé, elle me disait, Paul, bois! Alors Mémé, je vais boire. Tiens. Je commence à croire de plus en plus aux vertus de ton pendule. Ça chauffe. Et vu comme ça tourne, il va y avoir ici un beau bijou.
polo. Eh bien alors J'étais justement en train de réfléchir. Ici, c'est stérile, hein. Tu n'as rien trouvé, j'imagine. Eh non, je n'ai pas trouvé de pointe de flèche noire en obsidienne. Je t'avais dit. Il faut faire la zone K17, la zone du château. Ouais. Et pourquoi pas aller directement à la zone K2000, si tu veux. Paul, tu es vraiment incorrigible. En attendant, les amis, vous allez découvrir au sommet de cette colline l'un de ces lieux de mémoire qui renvoient aux origines mêmes de la Corse, lorsque les premières sociétés guerrières se sont dressées face à l'envahisseur pour défendre leurs terres. Cela se passait il y a bien longtemps, à la fin du Néolithique ou au début de l'âge du Bronze, à une époque charnière de l'histoire de l'humanité. Et voilà, la partie haute du château. Enfin, Ouais. ce qu'il en reste. Ah oui, mais tu sais, il y a tellement eu de fouilles ici que je ne sais pas si c'est la partie la plus intéressante à fouiller. Il y a un grand doute. Hein. Tu crois? Ouais, regarde là, tu vois tous ces murets là. Eh bien, ces pierres étaient à l'époque l'ancien donjon. Et bien la tour là. On a quand même beaucoup de mal à réaliser ce que ça pouvait être à l'époque. Le donjon. Des blocs de pierre bien empilés. Regarde ces murs. Et ça, c'est probablement une muraille qui date du Moyen-Âge. Et tout à fait. Parce que tous les murets que tu as autour de cette fortification datent de cette période. D'ailleurs, tu le vois, tu as des pierres qui sont petites, bien taillées et bien positionnées. Hein, que des murs en pierre sèche. Mais malheureusement, le castello de Tavir a été complètement détruit lors des révoltes corses du XIVe siècle. Mais, regarde là, tu vois, là on a quand même... Ça c'est en gros du Moyen-Âge. Mais des fois, tu as des blocs grossiers, hein, un peu partout sur la fortification, qui pourraient correspondre et qui correspondent en fait à une période antérieure, au néolithique, à l'âge de bronze. Les archéologues ont fouillé et ils ont trouvé pas mal d'objets de cette période. Et ils ont trouvé aussi également la présence, en fait, d'une communauté qui vivait ici à la préhistoire. Un vrai petit village de montagne, construit par contre sur une position stratégique. Eh oui, stratégique et surtout protégé, parce que tu as eu une grande période où c'est une période de trouble. Et tu as des bandes organisées qui vont attaquer la Corse et les autres îles de Méditerranée, et ils vont piller, rasier. Donc ce qui fait que tu imagines bien qu'ici, ils sont peut-être montés pour détruire le castel et prendre des esclaves, hommes, femmes, enfants, embarqués vers divers horizons pour être mis à l'esclavage. Mais l'esclavage commence très tôt. Les Phéniciens déjà, les Grecs archaïques et les Étrusques possèdent aussi des esclaves. Ils s'en servent dans leur petite industrie, ils s'en servent aussi à des fins personnelles, hein, en tant que serviteurs. Et donc il faut s'imaginer qu'ici, peut-être bien qu'à Tavir, il y a eu le châtelain qui possédait des esclaves. Donc on imagine Tavir avec tout un petit monde, des paysans, des cultivateurs, des céréaliers, des bergers,
des petits commerçants. Et bien sûr, pour protéger tout ce petit monde, eh bien, il nous faut des guerriers. Ah oui, des soldats armés. Des guerriers avec des lances en fer, voire en bronze. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que hormis les guerriers, eh bien, les gens se protègent tout seuls ici, parce que le site est quasiment inattaquable, sauf que malheureusement, ils sont arrivés par ce côté. Côté sud, c'est vallonné. Et là, c'est facile. Et de l'autre côté, alors? L'autre côté, c'est le gouffre. Impossible de pénétrer. Ah, remarque. C'est vrai que la défense principale des forteresses, comme ça, eh bien, c'est la position stratégique. Naturel. Là, ça en jette, hein. Wouhou! Ah oui, effectivement. Une falaise assez vertigineuse. Hein. Qui tu la fais piano. Hein. Faudrait pas glisser là. Il faut aller doucement. Et tu t'accroches avec les mains. Tu mets des points d'ancrage là, bien. Et bien positionné sur tes jambes. Hein. Et tu vas doucement. C'est étroit. Non, ça passe. Allez. C'est bon? Oui. Allez. Et regarde. Là, tu te dis que la partie nord du castel, elle était imprenable. Mais c'était carrément naturellement défendu là. Et oui, et en plus là, tu pouvais voir les moindres faits et gestes de tes assaillants. Quelle vue! Et si les assaillants étaient trop nombreux, eh ben, tu avais qu'à prendre tes jambes à ton cou et remonter, te cacher à l'intérieur des montagnes. Plan B. Tu crois qu'ils étaient nombreux à vivre là, dans ce petit village? Oh, il devait être 150 voire 200 âmes. On est loin des grandes cités, hein. Petit village et hameau de Tavire. Je suis quand même un petit peu déçue de ne rien avoir trouvé. J'aime bien trouver des choses. En plus, avec toi, on trouve tout le temps plein de trucs. C'est pas faux. Mais je t'ai pas tout dit. De quoi? Puis je vais te faire un cadeau. Tang. Non! Hein, le cadeau de Polo. Mais tu as trouvé ça quand? Et quand, d'après sa tête? Quoi? Et quand tu dormais. Ah, mais Polo, enfin, je c'est dormais affairé. pas. Oh, c'est incroyable ça. Ça, c'est une sacrée découverte. Une pointe de flèche en obsidienne noire. Feu vert volcanique. Ça te plaît mon cadeau, hein? Magnifique. Trop belle. De l'obsidienne. Qui est trop belle. Je devrais peut-être reprendre mon cadeau. Tu viens de me l'offrir, Paul. En même temps, c'est moi qui l'ai trouvé, hein? Merci. Je vais mettre cette pointe à ma pointe de flèche. Et là, je pourrais redevenir le guerrier de la Gravonne. Ça peut te faire plaisir. C'est vrai que le pendule t'a permis de découvrir une jolie pointe de flèche, Paul. Mais t'es-tu demandé un instant si elle était bien préhistorique? Car sans vouloir te décevoir, la manière dont elle est taillée diffère totalement d'une pointe préhistorique. Et la couleur de cette obsidienne ne laisse aucun doute quant à sa provenance, l'île de Lipari. Alors oui, c'est une pointe de flèche, mais elle est semblable à celle que l'on trouve dans les échoppes au pied du volcan de Lipari. Et si tu l'as trouvée ici, c'est certainement parce qu'elle a voyagé. Non pas dans les couloirs du temps, mais dans la poche d'un visiteur. Un enfant, pour être exact. De toute façon, à l'époque où ce castello a été bâti, les hommes possédaient de solides armes en bronze, comme en attestent d'ailleurs les statues menhirs de l'île. Ils faisaient alors face à de vraies armées, surentraînées, qui pillaient les rivages d'Orient et d'Occident, n'hésitant pas à affronter les troupes des grands empires naissants de Méditerranée. Du haut de leurs rochers, les habitants de Tavera voyaient aux portes de l'île l'ancien monde basculer, dans ce que l'on appellera quelques siècles plus tard l'Antiquité. Dominant la baie d'Ajaccio, le Monte Gozzi
est un sommet spectaculaire, dressé comme un pouce tendu vers le ciel. Il est une véritable falaise aux teintes rougeâtres, arides et vertigineuses. Ici-bas, tout le monde la connaît, tant elle s'élève dans le ciel ajaxien, touchant vers le nord l'horizon de sa masse sombre. Cette incroyable montagne est tout à la fois un symbole de puissance et d'éternité, un roc quasi céleste, tutoyant les nuages et le divin, un rempart inaccessible depuis lequel le seigneur de ces lieux, jadis, surveillait son fief. Ouh! Et attention, tu poses tes pieds, parce qu'on va te retrouver en contrebas comme les eaux des anciens. C'est vraiment imprenable ici. Qu'est-ce que c'est vertigineux! Regarde là, tu vois, ces pierres-là. Et ça correspond à une ancienne tour, le donjon du Castillo. Ah ouais. Et on a la chance de retrouver quelques pierres. Ouais, il y a des murets un petit peu partout, des bouts de murailles médiévales. Ouais, ben en tous les cas, c'est pas étonnant qu'on ait construit un château médiéval ici. Ouais, c'est fabuleux de retrouver toutes ces pierres, hein. Il y a plein de traces. Et là, tu vois bien le plan, hein, de la fortification. Enfin, il en reste pas grand-chose. Voilà, quand même. Hein. Bah, il est plus arasé que celui de Taverne. Ouais, mais bon, il existe quand même. C'est rare de trouver ce genre de choses. Hein. Et ça, ce sont les guerres contre Gênes, ma chère, les guerres. Eh oui, et comme tout bon seigneur locaux, eh ben, ils devaient se sentir intouchables. Et en même temps, ils n'avaient ni les hommes, ni les armes pour s'opposer à la Grande République de Gênes. Tu sais quoi? Je ne pense pas que la simple position stratégique aurait suffi. Ouais, tout de même, il y a un beau gouffre, hein, là. Je pense pas que c'est ça qui allait les dissuader. Et là, j'imagine bien une armée de petits Génois, tous alignés là, avec des arbalétiers, des cavaliers, et ici, les assiégés avec une seule escopette. Blablabla, vous ne passerez pas. Blablabla. Tiens, Polo, regarde, elle est là. Elle était bien protégée au milieu des rochers. Ah, la petite chapelle seigneuriale. C'est ici qu'ils l'ont mise. Elle est petite, mais bon, ça suffisait puisqu'elle était réservée au seigneur. Belle, hein? Entrez, je vous en prie. Regarde, on voit encore bien l'abside. Ouais. Elle est envahie par les ronces, mais elle est belle, hein? Ouais. Tu sais que je me suis beaucoup intéressée à ce site lorsque j'ai fait des recherches sur la famille Colonna de Chinarque. Ah, je vois ça. Eh bien, j'ai découvert qu'ici, en fait, c'était un de leurs fiefs. Et au XIIe siècle, il y avait un seigneur de Gozzi, qui, en fait, était issu d'une branche cadette des Chinarchesi. Et c'est lui qui avait fait construire ce château, dont il ne reste que les quelques murs qu'on a vus, et les restes de cette petite chapelle romane. Eh ouais, elle pouvait servir comme lieu de mariage pour les seigneurs. Pourquoi pas? Monseigneur Giovanni Gotti, voulez-vous prendre en épousaille Macarine Colonna? Oui, je le veux. Et vous? Oui. Et ça t'aurait avancé à quoi? La dot. Imagine, je t'avais donné en épousaille à Giovanni Gotti. Tu aurais mal fini. Ah oui. Hormis leur puissance, hein, ils possédaient un territoire énorme, toute cette zone de la Gravone et aussi la porte de Chinarque. Ils ont fait un choix, les Aragonais et Vicente Ludistria contre les Génois. Erreur fatale. En représailles, les Génois, ils ont cassé le château. C'est vrai qu'ils avaient un grand territoire. Hein. Bon, pas très peuplé. Dans les chroniques de Monseigneur Giustiniani, en 1537, il est dit que la zone était presque déserte. Si ce n'est qu'il y avait un petit peu de monde vers à pied. Il disait qu'il y avait une cinquantaine de feux, donc 250-300 personnes. Après, il parlait qu'il y avait des petits hameaux dispersés par-ci par-là dans les montagnes, de 15-20 feux. Par contre, il y avait un petit peu de monde du côté de la plaine de Mézaville, 130 feux. Et Ajaccio, 200 feux.
Et oui, et en 1537, Ajaccio était une petite cité naissante et 200 feux, comme tu l'as dit, ça représentait à peu près 1000 habitants. Mais je vois que ton mariage avec les Goths, il t'intéresse toujours, hein. Afin de posséder un vaste territoire comme celui de la Gravone, hein. Il est pas mal, hein? Hein, tu devrais te construire un château là, Oh, un palazzo. Oh. Waouh. panoramique, hein, avec rooftop vue sur la vallée. Mais dis, tu veux toujours me marier, toi, hein? Hein. Et toi? Non, ça serait pas bien qu'on te marie aussi? Oui, pourquoi pas, avec la douce d'Apier, tout par exemple. Ah, oui, voilà. Ou alors une Pozzo di Borgo. Ah oui, carrément. En tout cas, c'est grandiose ici. Quelle vue. Cette montagne est impressionnante, hein, au Monte Gozio, et nous permet de contempler notre fief ajaccien. Oui, le Monte Gozzi est vraiment une montagne étonnante. Pensez donc, les amis, à toute la folie des hommes d'être allés bâtir une forteresse au sommet de ce piton aride, loin des plaines fertiles, des rivières et de tout ce qui constitue une source de vie. Quelle aberration quand on y songe, mais elle traduit bien un monde dominé par la peur et la nécessité de se protéger, coûte que coûte. Oui, les amis, il devait forcément en coûter que d'habiter dans un lieu pareil, isolé de tout, à la merci du vent et des intempéries. Entre nous, je n'échangerai pas vos situations actuelles avec celles des châtelains de ces siècles sordides. Châtelains qui, cela dit en passant, possédaient une espérance de vie plutôt réduite. Quoi qu'on en dise, le progrès a du bon. Et si j'étais forcée de choisir une époque passée pour me réincarner, j'opterais sans nul doute pour les fastes du Second Empire, une période qui, vous en conviendrez, ne manquait pas d'allure. C'est dommage hein, qu'il ne soit plus en fonction. Hein. Il n'empêche qu'à l'époque, ils savaient faire des monuments classieux. Ouais. Alors cet aqueduc, non seulement il représente une prouesse technique, mais en plus, regarde, je trouve qu'il est très joliment ouvragé. Il est tout en granit. Eh oui, et puis cet aqueduc qui montrait bien la puissance de l'Empire et de son empereur Napoléon III. Et à l'époque, il fallait bien faire des projets qui étaient grandioses et beaux pour montrer la puissance de l'Empire. Et tu imagines que cet aqueduc fait 20 km, il part de la Gravone, il va dans le cœur de la ville d'Ajaccio. Et il a été achevé en 1878. Et il aura coûté quand même 1 400 000 francs or. Rien que ça. Ce qui représenterait aujourd'hui 4,6 millions d'euros. Ouais, pas assez cher. Eh oui, mais il ne faut pas prendre cet aqueduc comme une unité. En fait, c'est un canal qui réunit 19 autres aqueducs comme ça. Eh oui, mais ce qui compte, c'est la pente. Parce que c'est un travail minutieux et très pointilleux. Parce que si la pente est trop forte, eh bien, lorsque tu vas avoir des crues, eh bien, tu vas avoir l'eau qui va tout emporter. Donc c'est un calcul quand même assez pointilleux. En même temps, pour franchir les plaines, il faut faire des ponts, l'aqueduc. Pour passer les collines, eh c'est des tunnels qui vont être creusés où l'eau va être acheminée par canalisation en dessous la terre. Et des fois, tu as des siphons qui vont être aménagés et qui permettent en fait de rattraper la pente. C'est un travail très ingénieux. Hein. Et dire que ce sont les Romains qui ont inventé les aqueducs il y a plus de 2000 ans. Eh oui, les Romains, parlons-en. Rien qu'à Rome, je crois qu'il y a 11 aqueducs dont le plus long fait à peu près 90 km de long et le plus court une vingtaine de kilomètres comme celui d'Ajaccio, de la plaine de Paix. Alors par contre là, c'était de l'eau non potable parce qu'elle était puisée directement dans la Gravone. Eh oui, c'était de l'eau de la rivière de la Gravone qui était non potable et qui était transférée à la ville d'Ajaccio. Mais il faut que tu saches qu'Ajaccio a toujours manqué d'eau potable depuis sa fondation. Et en même temps, c'est une ville qui prend un essor considérable à compter du 19e siècle. Et la population est grandissante. D'ailleurs, Ajaccio va devenir capitale de la Corse sous le règne de Napoléon Ier. Et donc, la ville manque d'eau, il y a très peu de sources, et les sources se trouvent sur les collines de la Punte. Donc, que vont faire les autorités publiques? Elles vont aménager ces sources afin que la population bénéficie d'eau potable. Mais comme il y a beaucoup de monde, il y a quand même des restrictions.
Et là, eh ben, la population va recevoir uniquement 5 litres par personne. Par jour? Eh oui, C'est pas beaucoup ça. quand Tu te rends même. compte, il en faut déjà quoi? 2 pour boire? Il en reste 3 pour faire la toilette, le ménage, la lessive. Eh oui, sans compter les jardins. Parce qu'à la fin du 19e siècle, Ajaccio va connaître un petit peu un faste, puisqu'il va y avoir l'hôtellerie. Et ce sont les Britanniques qui vont venir dans la cité balnéaire. Donc il va falloir aménager les fontaines et il va falloir de l'eau. J'avais pas pensé au jardin. Eh oui, eh bien, les jardins. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les cultures, parce que toute la plaine de Péry, de la Gravonne à Ajaccio, eh bien, ça va être en culture. Donc eh bien, les cultures vont bénéficier de l'eau de ce canal. En somme, on va dire que ce canal a été très important pour la ville d'Ajaccio. Sans ce canal, eh bien, Ajaccio n'aurait pas connu en fait, ce faste du 19e siècle hein, avec toute cette clientèle britannique. Mais par contre, je crois qu'ils ont été assez rapidement abandonnés. Hein. Oui, il y a des témoignages qui disent que 20 ans après leur construction, en fait, ils fuyaient de tous les côtés. Il y a même des endroits où il y avait des cascades qui coulaient. Et oui, malheureusement, eh bien, à la chute de l'Empire, quand Napoléon III est parti, eh bien, il n'y avait plus de sous dans les caisses. Bien entendu, les communes ne pouvaient pas réhabiliter cet aqueduc, donc ça a été un petit peu abandonné. Et au profit aussi des sources de la montagne des Goths, parce que là, il y avait une pente directement qui allait à la ville d'Ajaccio. Donc c'était plus simple d'organiser l'acheminement de l'eau que de refaire ces aqueducs monumentaux. Mais c'est bien triste. Mais moi, je les trouve très jolis. Allez, viens, Paul. Allez, viens, on va faire couler de l'eau dedans. Allez. Viens, on met de l'eau, comme ça on va voir jusqu'où elle va. On va voir si ça fuit encore. Oh! Allez, allez. Allez, viens! Oh, ça suffit. Allez. Moi, je vais mettre de l'eau. Oh, Paul, cesse de faire ton intéressant. Le canal de la Gravonne et ses nombreux aqueducs font partie d'un patrimoine méconnu et négligé, considéré par beaucoup d'Ajacciens comme secondaire. On lui préfère souvent des vestiges plus anciens ou plus rustiques. La faute sans doute à la période historique à laquelle il se réfère, trop récente et trop controversée. Pourtant, cet ouvrage est sur bien des aspects l'un des plus beaux que la Corse possède, même s'il ne dégage pas toute l'émotion que peut susciter certaines structures effondrées sous le maquis. Le canal de la Gravonne ne possède guère de mystère, contrairement à de nombreux édifices ruinés dont l'identité même pose question. C'est ce patrimoine-là qui retient le plus l'attention des insulaires, offrant à leur imaginaire toutes sortes d'histoires extraordinaires. La croix, on marque l'emplacement. Une véritable purée de pois. Moi, je ne sais pas si ça va se lever. On est en plein milieu du nuage. Karine, il faut avoir un peu de foi, tu vois, et être patiente. En même temps, c'est le brouillard qui nous a guidés ici, dans cette chapelle. Et qui est très jolie d'ailleurs. Eh oui, moi je les aime comme ça, avec les tout en pierre rustique, avec une petite abside, un autel cassé, petite chapelle, et cette chapelle, elle porte le nom de San Sisto. Mais San Sisto, ce saint m'échappe. Je ne connais pas de Sisto. Ben, moi aussi, figure-toi que je ne connaissais pas. Puis j'ai fait des recherches, j'ai découvert que San Sisto, en fait, c'était un prénom très ancien. Parce que c'était un des tout premiers saints. On les appelait les saints paléochrétiens. Et il n'y avait pas que lui, il y avait aussi San Quirgo. Tu ne connais pas San Quirgo? Je connais de San Quirgo. Bon, après, San Angelo, d'accord. San Baptiste. Et il y avait San Dionisio et San Sisto. Dionyso. Dionys, c'était un saint aux origines assez floues. D'ailleurs, le culte était très très lointain qu'il a été abandonné. Et San Sisto, Saint Sixte en français. En fait, lui, c'était un pape
qui avait été martyrisé puis décapité sur la voie appienne près de Rome avec 6 de ses 7 diacres. C'est pas étonnant parce qu'il a été capturé alors qu'il célébrait une cérémonie religieuse clandestine près des catacombes. Ça, je te parle de ça, c'était au tout début du christianisme, hein, quand le culte était totalement interdit. Par contre, on ne connaît pas grand-chose de l'implantation première des églises paléochrétiennes en Corse, si ce n'est qu'il y en avait une à Sagone, une à Ajaccio qui avait été édifiée au 5e siècle, et on pense qu'il devait y en avoir une ou 2 autres dans la région dédiées à San Sisto. Et oui, puisqu'il y a dans les vieilles cartes pisanes un San Sisto sul Rapito. Alors probablement que San Sisto, c'est cette chapelle. Celle-ci qui aurait été construite au XIIIe siècle, à l'époque de la reconquista de l'église romaine sur les morts, probablement. Mais il devait y avoir d'autres chapelles en relation avec toutes ces églises paléochrétiennes, sûrement un peu éparpillées autour des hameaux. Alors par contre, elles ont complètement disparu. Et parfois, dans la disparition, il y a du bon. Et peut-être qu'avec le brouillard, on les retrouvera. Alors, tu vas suivre mes pas dans l'obscurité et je serai ta lumière. On est dans le brouillard. De quel côté on va alors? Il n'y en a qu'à aller par là. C'est vrai qu'elles sont bien insolites, ces chapelles effondrées, disséminées sur des crêtes isolées. Quelle étrangeté quand on y songe que d'avoir doté ces montagnes de tels lieux de culte. On est tellement habitué de nos jours à voir les églises et les chapelles au centre des villages. Ces monuments anciens sont pour le moins intrigants. En réalité, ils correspondent à une société bien différente de la nôtre, une société insulaire où l'habitat était très dispersé dans le paysage, sous forme de petits hameaux montagnards. Les populations de ces petits villages étaient réduites à quelques familles. On bâtissait alors les lieux de culte à la croisée des chemins pour desservir plusieurs hameaux et réunir dans la foi l'ensemble des villageois. Et puis, sur ces crêtes, qu'on se le dise, les prières des fidèles atteignent plus facilement le monde céleste. Pour ces communautés insulaires du Moyen-Âge, sans cesse confrontées aux malheurs des guerres et des épidémies, la foi était bien plus qu'un refuge. C'était une façon de vivre, une manière d'exister. Car en ces temps difficiles, la société corse était très pieuse et s'organisait entièrement autour des rites du calendrier liturgique. Et si le temps a vidé ces montagnes de leur population, on y trouve toujours de nombreux signes de cette ferveur d'antan, une ferveur religieuse enracinée dans les traditions insulaires et qui forme encore l'un des piliers inébranlables de l'identité corse. Ah, la Corse. Vous savez que aujourd'hui, les gens, ils laissent tout traîner, même les choses de valeur. Une belle baguette de sorcier. Ça marche bien, ça. Oh, Karine, viens voir, viens. Je l'ai trouvé. Je suis là. Comment, tu es déjà là, toi? Toum.
Le dolmen de San Sisto, la fabuleuse tombe préhistorique. Enfin, ce qu'il en reste. Oui, mais il ne faut pas voir le tombeau préhistorique comme tu le vois aujourd'hui. Moi, je l'ai bien connu à l'époque. Tu regardes cette dalle, qui est énorme, qui doit peser des tonnes. Eh bien, autrefois, il y avait 4 autres dalles similaires, les unes accolées aux autres, soutenues par des gros blocs, et tout ça enveloppé par des grandes dalles, et ça formait la totalité de la sépulture. Ici même, juste à l'espace que tu as devant toi. Bien entendu, ce dolmen, il n'est pas tout jeune, il a 5000 ans. Et pendant 5000 ans, il s'en est passé des choses. Tremblement de terre, ruissellement, qui ont dû emporter quelques pierres, et ainsi peut-être que les dalles ont dû glisser et aujourd'hui se perdre et ensevelir dans le maquis. Moi, ce qui m'impressionne toujours quand on trouve des choses pareilles, c'est les endroits où elles se trouvent. Regarde un petit peu ce panorama, c'est incroyable. Regarde là, une vue imprenable et un paysage de rêve. En fait, c'est un petit peu normal, hein. Tu sais, les défunts, ils voulaient se faire enterrer dans un lieu magnifique pour reposer en paix pour l'éternité. Tu crois que déjà à cette époque-là, ils croyaient en la vie éternelle? Et bien sûr, et pourquoi construire d'aussi grands tombeaux, si ce n'est qu'ils accordaient beaucoup d'importance à la mort? Enfin, c'est pas exactement la même chose. Le tombeau marque le paysage. Il implante une dynastie. Et les dolmens, eh bien, c'était les tombeaux des chefs. Ils étaient volontairement ostentatoires. En fait, c'était pour montrer au peuple un peu le pouvoir de telle ou telle famille. Ben oui, comme les tombeaux des Américains dans le Cap Corse. Et ça, c'était à la préhistoire. Mais c'est vrai qu'on a trouvé pas mal de choses à l'intérieur qui prouvaient aussi que ça appartenait à des personnes importantes des communautés qui vivaient à la préhistoire ici. On a trouvé un tas de choses, hein. On a trouvé des objets, des outils, des fois quelques parures, aussi des parfums, voire des armes pour les guerriers, et plein de choses encore. C'est vrai que déjà au temps des Égyptiens, on croyait en la réincarnation. D'ailleurs, tiens, s'ils se faisaient momifier, c'était pour que leur âme rejoigne un autre corps dans l'au-delà. Et les chambres funéraires, elles étaient pleines de toutes sortes d'objets, mais c'était pour permettre aux défunts de vivre une vie presque normale, mais dans l'éternité. Dans l'au-delà. C'est vrai que le culte de l'éternité, il s'est répandu très tôt, même avant l'Égypte. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, il ne faut pas le voir comme aujourd'hui, les maisons des défunts, elles étaient colorées. Il y avait plein de choses. En fait, ils voulaient presque tout leur mobilier pour partir dans l'au-delà. Et bien entendu, ce genre de sépulture était souvent décidé par les chefs, comme tu l'as dit. Mais souvent, les chefs, ils ne voyaient pas leur sépulture. Parce qu'à l'époque, l'espérance de vie, elle n'était pas très très longue. À 25 ans, tu y passais. Hein. Ouais, ouais. Eh ouais. En tous les cas, c'est vraiment une découverte fantastique, mais bon, c'est quand même une sépulture assez sommaire, il faut le dire. Bon. Elle a le mérite d'exister. Si tu te tournais, non? La vue, c'est par là. Oh, moi, j'aime bien l'intérieur. Hein. Tu n'as pas tort. Hein. Regarde comme c'est beau. Magique, ça. Baguette. En tout cas, elle n'a servi à rien du tout. Miaël. Et pourquoi? Qui c'est qui nous a indiqué le dolmen? Enfin. Ouais. Cette baguette, c'est la baguette du druide. Elle t'indique ton chemin, elle t'indique aussi l'avenir. Puis en plus, elle sert à beaucoup d'autres choses. Tu vois? Oh non. Par exemple. Et ensuite, tu peux faire une fourche pour faire griller un figadé, tiens. Spède. Dans tous les cas, ce qu'on pourra retenir de ce beau dolmen, c'est que d'ici, de ce point de vue, 5000 ans nous contemplent. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tire, oh. Oh, tire enfin. Mais regarde, allez, vas-y, regarde. Mais arrête, mais lâche-la. Mais elle est forte. Là. C'est par là que ça se passe. C'est là-bas. Je ne sais pas, ma chère Karine, si 5000 ans d'histoire réellement nous contemplent depuis cette table de pierre. Peu importe en réalité, car dans les profondeurs du temps, les faits réels et légendaires se mélangent pour former ce que l'on nomme notre mémoire collective, une manière d'interpréter la marche du monde qui nous est propre. En réalité, les amis,
Nul ne détient l'exacte vérité des faits qui se sont jadis déroulés en ces lieux, ni les scientifiques, ni les poètes. Les premiers limitent leur interprétation à quelques observations, les seconds imaginent les choses avec plus de liberté, et tous, en quelque sorte, approchent une vérité qui est la leur et dans laquelle ils se reconnaissent. Et de vous avouer préférer bien souvent l'enthousiasme des poètes devant ces mystères insondables, et me laisser envoûter par toute la magie de leur univers, teinté de ravissement et de douce rêverie.